Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les êtres de lumière, les absorbateurs de l'énergie solaire, physique et spirituelle, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses. Vous, mon peuple, mes frères bantous et mes frères africains en général. Vous qui êtes dispersés partout dans le monde, sur la terre de Kachopa, donc en Afrique, partout, en Europe, dans les îles, en Asie, dans les Amériques, partout mes frères des Antilles, d'Haïti, de Guadeloupe, Martinique, île Maurice, voilà, tous mes bien-aimés de Cuba, de Madagascar, de l'Inde, soyez tous infiniment bénis. Je profite pour saluer aussi ceux qui ne sont pas bantous, bien que le message s'adresse à vous premièrement, mes frères bantous. Néanmoins, nous avons des personnes qui ne sont pas bantous ni africains, d'accord, qui ont d'autres origines, mais qui nous suivent avec attention, avec ferveur, avec amour et avec fidélité. Et je veux les saluer également. Donc je vous salue aussi vous, qui n'êtes pas bantou ni africain, mais qui croyez en ces messages que nous véhiculons et que nous transmettons au monde entier, afin que la vérité triomphe et, comme dit la Bible, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc notre but est de propager la vérité afin que le peuple du monde entier soit affranchi, à commencer par les concernés, ceux qui sont au premier rang, c'est-à-dire nous les Bantous, mais ça concerne aussi tous les autres peuples, parce qu'à partir du moment que le monde a été bâti sous le mensonge, sous la puissance et la domination du diable, du malin, personne sur la terre ne sera heureux. Et on le voit en ce moment, ce qui se passe partout dans le monde. On voit qu'il y a de la déshumanisation, qu'il y a des choses, des pratiques et des lois qui sont mises en place et qui sont anti-valeurs et qui sont vraiment contraires aux lois et aux principes de Dieu. Donc voilà, donc nous sommes tous dans la même galère, mais c'est pour ça que il faut que les apporteurs de lumière, les absorbateurs et les apporteurs de lumière qui sont nous, les véritables peuples qui ont apporté la civilisation, la spiritualité, la sagesse et la science et la connaissance, nous qui avons été piétinés, nous devons nous relever afin de rebâtir un nouveau monde. Et c'est le travail que nous faisons, des personnes telles que moi et d'autres personnes, même s'il est vrai que certains avis diffèrent, mais ce n'est pas le problème, d'accord? Mais le message en général est ceci. Donc merci pour tous ceux qui m'écoutent, merci pour votre passage, et nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc c'était en fait un petit message pour plus mes frères noirs, pour montrer que nous sommes véritablement en guerre. Nous sommes véritablement en guerre, mes bien-aimés. En quelle guerre? En guerre de savoir et de connaissance. Comme j'ai dit dans mon introduction, j'ai parlé de la vérité. Que notre but c'est de propager la vérité. Et que cette vérité va nous permettre de nous affranchir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et notre combat, premièrement, qui est un combat spirituel, est à ce niveau-là. Notre premier combat est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le monde entier reconnaît, d'accord, que le peuple noir, le peuple africain, est le berceau de l'humanité. Donc qui dit que nous sommes le berceau de l'humanité? Donc nous sommes les premiers habitants de la Terre. Et puisque nous sommes les premiers habitants de la Terre, nous sommes censés être les premières personnes à raconter l'histoire de l'humanité. Vous voyez? Donc là je parle de l'humanité en général. Mais si on regarde que notre propre histoire à nous, ok, notre propre histoire à nous, que nous sommes censés la raconter, ce qui est évident, d'accord? Eh bien, quand on veut raconter notre vraie histoire,
on est combattu. Vous voyez, on est combattu. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, et je m'inspire sur un passage dans la Bible qui dit que le monde entier est sous la domination, sous la puissance du malin. Le malin, on sait que c'est le diable, c'est Satan. Et on sait que il a des agents, il a des fils, il a une postérité. Comme on voit dans Genèse, l'inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme, donc l'humanité, et la postérité du serpent, ce que je qualifierais des reptiliens. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça prochainement, si Yann me le permet, sur les reptiliens qui, eux aussi, prennent une forme humaine et se multiplient sur la Terre. Et il se passe des événements, il se sont passés des événements où ils ont pris les rênes du monde, d'accord? Ils ont pris les rênes de ce monde-là, et c'est eux qui rédigent l'histoire de l'humanité. Et quand ils rédigent l'histoire de l'humanité, bien évidemment, il y a les mensonges qui sont là parce qu'ils sont les fils du diable, les fils du serpent. Ça, ce sont des choses que vous savez, d'accord? Je ne vous apprends rien. Mais voilà, en fait, ma démarche est là, en fait. Comme vous avez vu le titre de ma vidéo, pour ceux qui croient que nous, les Noirs, nous sommes paranoïaques. Donc, vous allez voir, je vais vous mettre un petit extrait de ce que je raconte. Vous allez voir, c'est un témoignage d'une femme qui, justement, essaye de réveiller le peuple noir en racontant la véritable histoire du peuple africain. D'accord? Donc c'est une africaine, mais c'est une africaine des Antilles, d'accord? Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui suivent un peu l'histoire du peuple noir et qui aiment bien suivre les historiens noirs, vous la connaissez peut-être. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir et vous allez voir son témoignage, ce qu'elle a vécu pendant ces dernières années. Et vous allez voir que c'est un combat que elle est l'exemple en fait de ce que nous menions aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous voulons rétablir la vérité de l'histoire du peuple africain, du peuple originel, d'accord? Eh ben, on est combattu. Et c'est grave parce que leur but, c'est que justement, nous, les Africains, ne soyons pas réveillés et que nous continuons à être dans l'ignorance de notre passé. Or, celui qui ignore son passé est condamné à revivre, éternellement en fait les souffrances et les persécutions parce qu'il ne connaît pas son passé, il ne connaît pas son identité. Vous voyez? Donc sans plus tarder, je vous mets le petit témoignage de cette femme, voilà, et je reviendrai envers vous pour faire un petit commentaire. Sans plus tarder, je vous mets la vidéo. Soyez infiniment bénis. Merci aussi de cette opportunité que vous me donnez de parler d'une scandaleuse affaire qui a touché mon livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Parce que vous savez, quand on fait ce genre de travail, ce genre de recherche, pour nous, historiens africains, c'est une façon aussi de nous réapproprier notre histoire. Jusqu'à présent, notre histoire a surtout été écrite par des gens de l'extérieur qui nous ont colonisés et qui ont porté sur le continent, sur ces peuples, un regard biaisé, un regard particulier, dans le sens où ils ont voulu toujours hiérarchiser à la fois les hommes, les races, entre guillemets, les faits, et on nous faisait toujours apparaître comme des gens inférieurs. Donc nous, qui avons aujourd'hui les moyens d'aller dans les archives, de retrouver un certain nombre d'éléments et de reconstruire une histoire différente de celle de l'imagerie coloniale, je pense que ça doit gêner en quelque part des gens. Alors, mon livre a été publié à la fin de 2004 par les éditions Sepia, qui est un éditeur français, et cette version française a eu beaucoup de succès auprès du public et qui m'a permis de voyager un peu partout pour faire des présentations et des conférences. Et grâce au succès de ce livre, il y a un éditeur allemand qui est partenaire de Sepia. Cet éditeur allemand s'appelle Peter Hammer Verlag, qui est en Allemagne. Ils ont entendu parler du succès du livre, ils ont voulu avoir les droits pour traduire et diffuser le livre en Allemagne. Ce que mon éditeur a accepté, puisque c'est un de ses partenaires. Mais, donc moi j'ai été prévenue bien tardivement. Et puis un jour, sur Internet, je tombe sur des publicités qui annoncent la sortie de la traduction allemande de Reine d'Afrique.
Donc, personne ne m'avait consulté pendant toute cette période où, entre le moment où le contrat d'édition de traduction a été fait et la sortie du livre. Et sur les publicités, le livre était censé sortir 15 jours après. Donc, je découvre et dans 15 jours, mon livre sort en allemand. Donc, je suis étonnée, j'appelle mon éditeur, je dis mais je ne comprends pas. On annonce la sortie du livre. Or, moi, dans mon contrat, j'avais demandé que quand une traduction doit être faite, il faut qu'on puisse contrôler la validité de cette traduction par rapport à l'original, parce que ça sort sous mon nom, et savoir s'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ils me répondent « Ah oui, je pensais qu'on vous avait informé, donc on va demander à l'éditeur allemand une copie. » Je reçois quelques jours plus tard une copie du manuscrit allemand, et c'était 3 jours avant la sortie prévue de ce manuscrit allemand. Donc moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, je dis à mon éditeur, bon, je vais chercher quelqu'un, normalement c'était à lui de faire ce travail, mais je dis, je vais chercher quelqu'un qui me traduise ce livre pour voir s'il n'y a pas de problème dans la traduction. Donc je me mets à chercher, mais bon, ce n'est pas très facile, hein, surtout que les cabinets de traduction me demandaient 10 000 € pour faire ça, je ne pouvais pas payer ça, donc il fallait que je trouve quelqu'un de fiable et de compétent, et qu'on me présente une dame qui est allemande, bilingue, professeure d'allemand en France, elle vit en France depuis de très nombreuses années, et qui accepte de me prendre ce manuscrit pour l'étudier. Donc elle prend le manuscrit et moi je continue mes recherches sur internet et dans l'intervalle je me rends compte que le livre a été publié en Allemagne entre décembre et janvier, je n'arrive pas à savoir la date, alors que je n'avais pas encore eu le temps de faire voir la traduction. Donc cette dame lit mon livre d'abord, ensuite prend la traduction et elle m'appelle un jour, enfin je lui avais fait envoyer les 2 ouvrages, je ne la connaissais pas encore. Elle m'appelle, elle me dit je veux vous rencontrer, et quand je l'ai rencontrée, elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit écoutez madame, j'ai lu votre livre qui est magnifique, et je suis allemande, j'ai honte de ce qu'on a fait de votre livre, c'est du sabotage. On se met à travailler, à traduire le livre, elle me dicte les choses, et vraiment là ça a été le coup de massue, le choc, le traumatisme. Ces gens ont entièrement réécrit mon livre, ils ont enlevé plus de 400 paragraphes, ce livre Reine d'Afrique, l'original fait 300 pages sur un petit livre comme ça. Ils ont enlevé 400 paragraphes et à la place, ils ont complètement falsifié l'histoire de l'Afrique et des clichés racistes où les Africains sont traités de cannibales, ce que je n'ai jamais écrit dans mon livre, où on raconte que les chefs africains ne savaient même pas utiliser des chaises, qui s'asseyaient sur le dos de leurs esclaves, ce que je n'ai jamais dit dans mon livre. Et chaque fois qu'il y avait des paragraphes qui parlent des résistances, qui parlent de la vitalité, qui parlent du commerce des anciennes sociétés africaines, tout ça, ça a été gommé pour donner une autre image. Ils ont ridiculisé les grands personnages de l'histoire d'Afrique. Bref, c'est un vrai travail de révisionnisme et de sabotage. Alors, quand on a su ça, j'étais scandalisée, j'ai tout de suite cherché un avocat pour dire ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ces gens ont complètement trahi mon œuvre, d'autant qu'ils ont gardé mon nom. Ils ont gardé le titre de mon livre, ils ont gardé mon nom. Quelque temps plus tard, j'apprends par des sites et des échos que le livre a suscité un grand scandale dans la communauté afro-germanique, parmi les intellectuels. Et dans le même temps qu'il se vend à tout va, qu'il marche avec beaucoup de succès, parce que beaucoup d'Allemands l'ont acheté. Il y a eu des émissions à la radio, à la télévision pour parler de ce livre. Donc les Allemands européens l'ont acheté et le trouvent bien parce que ça correspond aux clichés qu'ils ont sur les nègres, sur les peuples noirs. Et les Africains, tous les Afro-germaniques ont été scandalisés en se disant comment quelqu'un qui se prétend historien, qui se prétend en plus une intellectuelle noire, a pu écrire un livre aussi scandaleux pour dénigrer l'histoire de l'Afrique et ridiculiser les peuples noirs. Voilà l'histoire dans laquelle je me suis trouvée. Donc mon avocat, qui est un grand spécialiste des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, a pris l'affaire en main. Et systématiquement, on a été débouté par les tribunaux français. Les contrats d'édition prévoyaient que c'est un tribunal français choisi par mon éditeur qui devait traiter de l'affaire en cas de litige.
la première audience où on demandait le retrait du livre allemand, ils ont dit qu'ils ne sont pas compétents, alors que les contrats disent que c'est eux qui sont compétents. Ils ont reconnu qu'il y avait effectivement un problème de contrefaçon, hein, puisque l'ouvrage n'était pas le même, mais ils ne sont pas compétents. Mon avocat est allé sur le fond, toujours au même tribunal de Créteil, qui n'ont même pas abordé la question qu'on leur posait, c'est-à-dire la contrefaçon et la responsabilité de mon éditeur. Ils m'ont débouté. Ensuite, on est allé en appel à la Cour d'appel de Paris. Le jour de l'audience, le président du tribunal regarde quelques textes de mon livre parce qu'on avait fait une comparaison entre ce que j'ai écrit et voilà ce que disaient les Allemands. Il dit mais ce n'est pas du tout la même chose, qu'il y a des distorsions, des contrefaçons. Et curieusement, dans le jugement qu'on reçoit, il n'y a aucune mention de ça. Ils occultent totalement la question de contrefaçon. Ils disent, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, ça n'a pas d'importance qu'on écrit n'importe quoi. Et ils ont créé une jurisprudence discriminatoire pour dire que deux éditeurs, l'éditeur français et l'éditeur allemand, ne sont pas responsables, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors que la loi française et la loi européenne protègent les auteurs en disant qu'on n'a pas le droit de changer un texte sans l'accord de l'auteur. Là, moi, je suis une auteure noire. Bon, ça n'a pas d'importance, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre travail. Voilà le combat que je mène aujourd'hui et qui m'a épuisée, qui m'a vraiment ruinée. Et je ne comprends pas que dans ce pays qui se prétend le pays des droits de l'homme, hein, qu'on puisse aujourd'hui prendre le travail de quelqu'un, d'un historien, d'un intellectuel, complètement le saboter, le piétiner, écrire n'importe quoi et trouver que c'est normal. Alors que ça aurait été un auteur européen, français, blanc, on aurait enlevé 3 mots, ça aurait suscité un tollé parmi tout le monde intellectuel ici. Je vous dis, aucun journal, aucun média français n'a accepté de parler de cette histoire. Seulement une journaliste pour un site internet a mené une enquête. Elle a été scandalisée de ce qu'elle a découvert. Bon, vous avez vu hein, cet extrait, voilà, ce témoignage de cette maman, hein, je l'appellerai maman, du nom de Sylvia Sierbin. Vous voyez, une journaliste historienne qui fait énormément de recherches justement sur son passé, sur ses racines, et ces racines qui l'emmènent justement en Afrique. Donc elle a fait beaucoup de livres, elle a fait beaucoup de recherches concernant la civilisation africaine avant, pendant et après aussi, je pense, l'esclavage. D'accord. Donc voilà, elle avait écrit un livre en parlant des reines d'Afrique. Et je sais qu'elle fait beaucoup, elle met beaucoup en avant en fait les femmes africaines, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant les hommes africains, mais il ne faut pas oublier que nous, en tout cas en Afrique, nous sommes dans une politique de matriarcale. En fait, nous, c'est la femme qui bâtit la maison, c'est la femme qui bâtit le peuple, c'est la femme qui bâtit la nation. Vous voyez, la femme a une place très importante dans la civilisation, dans la société africaine. Et, euh, et voilà, elle, le travail de Sylvia Sierbin, cette maman, que j'honore, je respecte, elle fait beaucoup de travail sur ça pour mettre en avant, en surface, en fait, ces femmes héroïnes. Donc elle a fait un livre, hein, voilà, vous l'avez entendu. Et ce livre a été saboté. Par qui? Par les Européens. Vous voyez. Et voilà, vous l'avez entendu, donc je ne vais pas retracer l'histoire. Tout ça pour vous dire, voilà dans quelle situation nous sommes. Nous, les Baïndo, le peuple noir. Voilà quel type de guerre nous sommes en train de mener. C'est-à-dire que nous, quand nous voulons répandre la vérité historique, nous concernant en plus, hein, c'est pas une vérité historique qui concerne les autres peuples, comme si on racontait l'histoire du peuple blanc, ou du peuple arabe, ou du peuple chinois. Non, on veut simplement raconter notre propre histoire. Voilà qu'il y a des personnes qui cherchent à nous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un combat qui est très important. C'est un combat de savoir, comme j'ai dit. Un passage dans la Bible, dans Osée, chapitre 4, verset 6, qui dit que mon peuple, donc le peuple de Nzambi, périt
parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu rejettes la connaissance, dit Nzambi à son peuple, je te rejetterai aussi et je te dépouillerai de mon sacerdoce. Pardon. Et puisque tu m'as oublié, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez? Donc le combat, il est là. C'est le combat du savoir. Le problème, c'est qu'on nous a privés pendant des siècles du savoir. Et on nous a élevés, on nous a éduqués de manière à ne pas faire de recherche afin de connaître notre histoire, notre passé. Est-ce que vous voyez? Mais le temps est arrivé où il y a maintenant un bon nombre de personnes telles que moi, des personnes africaines, qui cherchent maintenant la véritable histoire de son peuple. Sachant que nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes censés raconter la véritable histoire de l'humanité, logiquement. Entre un grand-père et son petit-fils, qui connaît mieux l'histoire de la vie? Est-ce que c'est le grand-père ou c'est le petit-fils? C'est le grand-père. Donc, c'est le grand-père qui est plus sage, qui a plus vécu et qui a plus de connaissances que le petit-fils qui est encore un adolescent, qui ne connaît rien encore à la vie. C'est à peu près ça, c'est une image. D'accord? Mais on voit qu'on veut inverser la tendance. Voilà. Donc, on veut nous faire passer pour des enfants qui ne connaissent pas l'histoire. Quand on entend Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, voilà ce genre de phrases qui se permettent de dire parce que nous ne cherchons pas à connaître notre histoire. Voilà maintenant une femme parmi plusieurs personnes qui se lèvent pour rétablir la vérité historique de notre peuple. Voilà qu'elle est combattue, voilà qu'on a combattu son livre. Elle a traîné en justice les éditeurs. Elle n'a obtenu aucun gain de cause. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire deux choses, mes bien-aimés. Deux choses. La première chose, pour ceux qui m'écoutent, il faut que vous sachiez, mes bien-aimés, que nous sommes en guerre. Alors je veux préciser quel type de guerre, le scénario de cette guerre-là. En fait, en réalité, nous, on n'est pas en guerre. Ce sont les gens qui nous font la guerre. Est-ce que vous voyez? Ça, il faut que vous le sachiez. Que les personnes qui vous sourient, que les personnes que vous croyez qui vous aiment, alors là, je parle des Européens, mais alors attention, quand je parle des Européens, ce n'est pas tous les Européens, bien sûr, il faut faire la part des choses. Il y a des personnes vraies, sincères, qui aiment vraiment l'homme noir, l'Africain, et qui le respectent. Il y en a très peu, certes, mais il y en a. Mais moi, je parle d'abord de ceux qui sont à la tête de ces nations européennes. Parce que parmi ces personnes-là, la plupart, 90% de ces personnes-là sont des reptiliens. C'est-à-dire ce sont des personnes qui font la guerre avec les êtres de lumière dans le spirituel, dans les autres mondes en fait. Dans les autres mondes. Est-ce que vous voyez? Il y a une inimitié déjà dans le surnaturel, dans le spirituel, dans les lieux célestes. Quand on parle des guerres spirituelles, quand on voit dans Apocalypse 12, tout ça, là, toutes ces choses-là, la guerre entre le dragon, les anges, etc. C'est ça en fait ce qui se passe. Et cette même guerre s'est reproduite sur la terre. Donc nous sommes en guerre. Mais nous avons des problèmes avec personne, l'homme noir. Pour ceux qui connaissent bien l'Africain, il sait que ce que je dis c'est vrai. Je ne mens pas. Mais ce sont les gens qui nous font la guerre. La preuve, vous qui connaissez tous l'histoire de la traite négrière, et ce sont les Blancs qui sont venus nous voir en Afrique, et c'est eux qui nous ont pillés, qui nous ont détruits, et qui nous ont rendus en esclavage. C'est pas les Noirs, c'est pas nous qui avons cherché les problèmes, et après, nous avons subi les conséquences. Si cela s'était passé ainsi, ok, on aurait compris que, ben voilà, on a cherché, et ben on a trouvé. Comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Le problème, c'est que ce n'était pas le cas. On était chez nous tranquillement, c'est eux qui sont venus avec la Bible et avec les armes à feu pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous assujettir, pour nous rendre esclaves. Voilà l'histoire. Et si vous avez cette sagesse et la compréhension, l'intelligence pour comprendre que nous sommes en guerre et que l'homme blanc, alors bien sûr quand je dis l'homme blanc, d'accord, c'est pas tous les blancs, hein, ok, mais que l'homme blanc, de façon générale, ne nous aime pas, mes frères bantous, mes frères africains, si vous gardez ça en tête, vous serez des hommes et des femmes avertis.
Et un homme et une femme avertis est dangereux. Il est prudent, il voit le mal de loin, il sait avec sagesse comment agir face aux problèmes qui vont venir. C'est ça le problème. Déjà, là, c'est la première chose. Et ça, c'est le premier message que je vais adresser à maman Sylvia Sirbin. C'est ce premier message-là. Maman, tu as fait un très bon travail. Je te suis dans tes vidéos. Donc, si tu m'écoutes, si tu m'entends, voilà, je voulais que tu saches ceci. Hein, comme tu as dit, voilà, à un moment donné, tu as dit que tu ne comprenais pas pourquoi, voilà, il y a eu ce sabotage et tout, et que si c'était, si on avait retiré trois mots d'un livre dont l'auteur aurait été un Européen, un blanc, ça aurait été un grand scandale. Mais quand c'est un noir, il n'y a rien du tout. Il faut que tu saches, maman, ma mère, d'accord, que nous les noirs, on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Ça, il faut qu'on mette ça dans la tête. Que nous vivrons à partir du moment que nous avons rencontré l'Occident, hein, les Européens, les Blancs, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il faut que vous sachiez une chose. Ils ne nous aiment pas. Et pour cela, c'est qu'il faut se lever et faire front. Vous voyez? Il faut arrêter maintenant de chercher le soutien, l'appui, la collaboration avec eux. Il faut couper carrément. Ça, c'est la première chose. Et qui fait aussi partie de la deuxième chose, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que, justement, en coupant les liens avec eux, c'est-à-dire que il faut maintenant qu'on commence à être solidaires entre nous. Il faut qu'on commence à, pour chaque action, il faut une solidarité africaine. Il faut solliciter d'abord nos frères. Il faut solliciter nos frères, mes bien-aimés. Et nos frères qui sont vrais, c'est-à-dire qu'il faut éprouver les cœurs, éprouver les esprits. Parce qu'il y en a malheureusement parmi nos frères qui sont des collabos, qui sont des traîtres, qui sont des nègres de maison. Malheureusement, c'est triste de dire ça, mais c'est une réalité. Néanmoins, il faut commencer par ces démarches-là. Vous voyez, toute activité, quand je prends l'exemple de ma mère qui écrit des livres, hein, donc Sylvia Sirbin, qui a écrit des livres, il faut qu'il y ait des éditeurs noirs, africains. Vous voyez? Il faut arrêter de collaborer, surtout, alors surtout quand on veut parler de notre histoire. Surtout quand il faut parler de notre histoire. En fait, il y a des différents plans, il y a des différentes catégories, il y a différents domaines où il faut qu'on s'organise nous-mêmes et qu'il faut tourner le dos à l'Occident. Le domaine historique de l'histoire, hein, et culture. Le domaine économique, ça c'est très important. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où aux États-Unis, il y a des Noirs qui créent des banques et qui incitent aux frères noirs de retirer l'argent dans les banques des Blancs et qui mettent maintenant des banques des Noirs. Vous allez dire oui, mais c'est du racisme, c'est de l'apartheid, c'est ceci, c'est cela. Mais bien aimé, si on veut se développer économiquement, qu'on veut être indépendant, qu'on crée une dynamique économique indépendante, on est obligé de passer par là. Parce que le problème, c'est que quand on veut collaborer avec l'Européen, avec l'homme blanc, il vous met des bateaux de les roues parce qu'ils ne veulent pas que l'homme noir grandisse, progresse et émerge sur le plan économique, social, politique, etc. Et surtout, avant tout, spirituel. Ils ne veulent pas, mes bien-aimés. Écoutez, ils ont créé l'ONU, ils ont créé des organisations où ils ont des fonds monétaires pour débloquer à tout va. Ils ont tous les moyens pour faire émerger une nation, un pays, un peuple. Avec toutes les richesses qu'ils ont accumulées depuis des siècles, ils ont la possibilité d'aller secourir un pays et de le faire grandir, de le faire développer ce pays-là. Mais bien aimé, depuis le temps que nous sommes dans cette situation-là, pourquoi ces pays occidentaux ne font rien aux Africains? Regardez l'histoire avec le franc CFA. Regardez l'histoire avec le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie destructrice pour l'Afrique, mais ils ne veulent pas l'enlever. La preuve, regardez, vous avez écouté, vous avez vu le scandale qu'il y a eu où on a mis Kémy Séba en prison parce qu'il a brûlé un billet de 5000 francs CFA, mais ils n'ont rien fait pour leur confrère Serge Gainsbourg qui,
en direct sur le plateau de télévision, a brûlé un billet de 500 francs, français. Sachant qu'un billet de 500 francs français à l'époque, ça équivalait à 50 000 francs CFA. Vous voyez? Donc il a brûlé un billet, une monnaie, un billet ayant une valeur supérieure à ce que Kémy Séba a brûlé. Lui, il n'a rien eu. Et lui, il a fait ça en direct TF1, la chaîne nationale française. Il a brûlé le billet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et lui, Kémy Séba, sur la terre d'Afrique en plus, sur une monnaie dont la France n'utilise même pas, qui est pour les Africains, il a brûlé ce billet-là. Vous avez vu les conséquences derrière. Et pire encore, il a été rapatrié en France, il a été rejeté de sa terre d'Afrique. Du jamais vu. Vous voyez, toutes ces choses que on ne le verra jamais en Occident, on le voit en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on progresse. Donc c'était aussi un peu mon message pour vous montrer, pour ceux qui pensent que oui, nous, l'homme noir est paranoïaque, oui, l'homme noir, ils sont toujours persécutés, tout ça, tout ça. Regardez, on n'est pas libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Une pauvre dame qui écrit son livre, on sabote son livre. On a saboté son livre, on a retiré des choses et tout. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ça, c'est pour vous montrer que ça, c'est Yann Zambi, le Tout-Puissant, qui vous montre clairement maintenant que regardez, ce peuple-là ne vous aime pas, ils vous font la guerre. Revenez à moi pour reprendre la suprématie dans ce monde. Vous qui avez perdu la suprématie parce que vous m'avez abandonné. Vous avez embrassé la religion, la spiritualité de ces personnes-là qui vous veulent du mal. Le christianisme, l'islam, toutes ces choses-là. Ces personnes-là ne vous aiment pas. On n'aime pas l'homme noir, mais nous, l'homme noir, on est toujours attaché à eux, accroché à eux, accroché à eux. Regardez maintenant, regardez ce qu'ils nous font maintenant. Faut pas pleurer, faut pas s'étonner. Maintenant, si ils nous martyrisent, c'est parce qu'on est attaché à eux. Il faut qu'on se détache d'eux sur le plan spirituel, culturel, politique et économique. Ces quatre choses-là. Il faut qu'on se détache de ça. Il faut qu'on soit unis. Même s'il y aura des problèmes, comme il y a un proverbe qui dit que le linge sale se lave en famille. On lave le linge sale en famille. D'ailleurs que les problèmes, il y en aura, comme il y en a toujours eu, mais les solutions, il faut les trouver, les résoudre entre nous. Et il ne faut plus que les pays étrangers interviennent, que les Blancs, les Européens, tout ça là, l'Occident interviennent. Il faut qu'on soit capable de couper le cordon ombilical, même pas le cordon ombilical, le cordon diabolique. Il faut qu'on arrive à couper ce cordon diabolique qui va nous permettre d'agir librement et de décider de notre destinée, de notre sort nous-mêmes. Vous voyez? Donc c'était un petit extrait, voilà, pour montrer à mes frères, même si je sais que vous le savez, hein, même pour certains que vous savez même tout cela avant moi, mais j'avais envie, voilà, de stimuler cette conscience que nous avons, ce réveil, ce réveil de conscience que nous commençons à avoir, pour montrer que non, nous sommes en guerre et on ne blague, nos ennemis ne blaguent pas, ils ne dorment pas, ils ne rigolent pas avec nous, ils ne jouent pas avec nous. Et nous non plus, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il ne faut pas qu'on soit mou, il ne faut pas que nous soyons lésés. Non. Il faut toujours rester debout et vigilant sur ce qui se passe, surtout ce qui nous concerne. Voilà, c'était juste un petit partage, mais bien aimé. Bien sûr, je le dis, je le répète, je peux peut-être avoir un discours raciste pour ceux qui n'ont pas la sagesse et l'intelligence de comprendre notre message. Mais bien aimé, croyez-moi, je ne le suis pas du tout. Je suis juste réaliste. Je le relate simplement les faits, d'accord, et à partir de ces faits-là, avoir un meilleur jugement. Parce qu'en fait, il faut avoir une bonne connaissance pour avoir un bon jugement. Voilà. C'est comme quand vous voyez dans les tribunaux, ils rassemblent maximum d'éléments, de preuves pour que le juge puisse prononcer une justice équitable, une véritable justice. Vous voyez? Mais il a besoin d'éléments, c'est pour ça qu'après, vous voyez, il y a des avocats qui apportent des pièces à conviction, des preuves, etc. Plein d'éléments, plein d'informations pour qu'ils puissent avoir une vision plus large, plus élargie, afin qu'ils puissent mieux juger la situation.
qui est coupable, qui est victime, etc. etc. Nous aussi, c'est pareil. Pour que nous puissions avoir un meilleur jugement, une meilleure sagesse, une meilleure stratégie pour mieux agir, nous devons être remplis de la connaissance. Il faut que nous soyons remplis de la connaissance. Et c'est un combat, c'est là où maintenant ça bloque, parce que nos ennemis vont tout faire pour bloquer la connaissance aux frères noirs. Mais nous avons des personnes telles que moi, telles que Sylvia Servin et d'autres personnes qui font des vidéos, des très 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 bonnes vidéos. Et ce sont des vidéos qui nous édifient, qui nous permettent d'acquérir de la connaissance. Et grâce à cette connaissance-là, avoir un meilleur jugement sur les actes des autres et sur nos propres actes que nous avons faits, que nous faisons et que nous ferons. Voilà. Donc c'était un petit message, un petit partage. Ainsi s'achève ma vidéo. Soyez infiniment bénis, tous ceux qui m'écoutent, mes frères africains et ceux qui ne sont pas africains, mais qui sont mes frères dans le cœur, mes frères et sœurs dans le cœur, qui écoutent et qui croient en tout ce que nous disons, en cette vérité-là. Soyez tous infiniment bénis et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous.